Bienvenue tout le monde. Merci d'être encore là. Donc, on a une dernière session avant le dîner qui est partenariat pour l'utilisation des données en développement durable. On a 4 conférenciers conférencières. La première est en ligne. Il s'agit de Sandrine Quéré. Vous la voyez à l'écran normalement, qui est associée de recherche senior à l'École de technologie supérieure, l'ETS, et qui va nous parler du projet de Carte Carbone Montréal. Donc, Sandrine, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Donc aujourd'hui, je vais parler du projet de carte carbone en mobilité ou comment un partenariat entre plusieurs acteurs permet la réalisation d'un inventaire urbain à haute résolution spatio-temporelle d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ce partenariat, nous avons plusieurs acteurs. Donc nous avons l'École de technologie supérieure, le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation de développement durable, le CERC, le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, l'Université Laval, Polytechnique Montréal. Donc, nous avons la contribution financière de la Ville de Montréal et le projet est appuyé par le ministère Économie, Innovation et Énergie du Québec et nous avons aussi le support du ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs du Québec. Donc, j'ai divisé ma présentation en 5 principales parties. Donc, tout d'abord, je vais vous donner le contexte, c'est-à-dire notre constat sur les inventaires municipaux et la solution proposée. Ensuite, je vais vous parler du partenariat créé, c'est-à-dire le partenariat avec la Ville de Montréal et la collaboration interdisciplinaire entre des chercheurs en génie et en sciences sociales. Ensuite, je vous présenterai les objectifs du projet et quelques applications potentielles. Puis, ce sera la méthodologie utilisée, c'est-à-dire les données que nous allons utiliser, le questionnaire expérimental citoyen. Et enfin, je terminerai par la conclusion. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le contexte, donc notre constat sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre des municipalités et la solution proposée. Donc, aujourd'hui, les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre donc des municipalités canadiennes, telles que celui de la Ville de Montréal, présentent des valeurs totales annuelles par secteur, ont beaucoup d'imprécisions et surtout aucune résolution spatiale ou temporelle. Donc, les municipalités manquent donc d'outils performants, leur donnant un aperçu détaillé et actualisé, leur permettant de suivre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. L'utilité de ces inventaires est donc mise en doute, notamment comme outil pédagogique et de mobilisation citoyenne, car ils restent peu détaillés dans leur version publique. Donc, suite à ce constat, nous avons proposé une solution. Donc, l'objectif principal du projet de carte carbone Montréal en mobilité consiste à concevoir et développer un système d'information et d'aide à la décision pour quantifier, démocratiser l'accès aux données et faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, concrètement, cela consiste en la création d'un inventaire spatio-temporel en mobilité. C'est pourquoi l'innovation portera sur de meilleures quantifications et surveillance des émissions urbaines. Donc, pour cela, nous avons développé un partenariat avec la Ville de Montréal et une collaboration interdisciplinaire avec des chercheurs en génie et sciences sociales. Et nous allons explorer l'utilisation de données à la fois internes à la ville, telles que le modèle de circulation, etc., ainsi qu'externes, telles que des données en télématique et le questionnaire expérimental citoyen. Donc, pour réaliser cet ambitieux objectif, nous avons donc créé un grand partenariat donc, avec la Ville de Montréal et une collaboration interdisciplinaire avec des chercheurs en génie et en sciences sociales. Donc, voici donc les partenaires du projet. Donc, vous avez les partenaires académiques, la Ville de Montréal et les partenaires institutionnels. Donc, pour les partenaires académiques, nous avons donc l'École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal, le CERC, le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, l'Université Laval et le CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Le projet reçoit la contribution financière de la Ville de Montréal. Et nous sommes aussi appuyés par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et Énergie du Québec à travers les organismes à but non lucratif, Fonds de recherche, Nature et Technologie, Fonds de recherche, Société et Culture, grâce au programme de recherche en partenariat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, lequel découle du plan pour une économie verte 2030. Et nous avons aussi le support du ministère Environnement, lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs. Donc maintenant, je vais vous présenter les objectifs du projet et quelques applications potentielles.
Donc, nous avons 3 objectifs généraux. Le premier objectif est de développer un inventaire spatio-temporel de la mobilité. Le deuxième objectif est d'accompagner les villes dans ces projets locaux de réduction de gaz à effet de serre et de polluants. Et le troisième objectif est de sensibiliser et éduquer les citoyens, c'est-à-dire émettre moins pour vivre mieux. Donc, voici quelques applications potentielles. Donc, notre inspiration est le modèle de cartographie des émissions de gaz à effet de serre du modèle ESTIAS, donc un modèle américain développé par le professeur Kevin Gurney. Donc ici, vous avez vu une animation des émissions de dioxyde de carbone de la ville de Los Angeles. Donc les couleurs en bleu clair représentent les émissions des résidences, les couleurs en gris représentent celles des transports, en bleu foncé, celles des commerces, et les industries sont en marron. Donc, par exemple, si le grand rond, cela représente les émissions de l'aéroport de Los Angeles, et les petits ronds représentent les émissions de 2 petits aéroports. Donc, voici quelques applications potentielles. Donc, l'implémentation de TOD, c'est-à-dire Transit Oriented Development, c'est-à-dire une approche d'articulation entre l'urbanisation et le transport collectif, la planification du trafic, donc transport en commun, redirection de route, etc. Le scénario de l'électrification du transport, l'analyse de la congestion routière, etc. Donc maintenant, quelques mots sur la méthodologie, c'est-à-dire les données utilisées et le questionnaire expérimental citoyen. Donc nous allons explorer d'utiliser à la fois des données internes à la ville et externes à la ville. Donc pour les données internes, donc nous allons regarder l'utilisation du modèle macroscopique de la circulation développé par la ville, qui est un modèle semi-calibré grâce au logiciel Ensun. Donc, avec ce logiciel, on peut avoir une estimation des émissions de gaz à effet de serre, que l'on peut aussi comparer avec une estimation des émissions de gaz à effet de serre d'un autre logiciel, donc MOVES3, qui nous permettra aussi de faire une analyse de sensibilité de divers facteurs. Donc, grâce à ça, on pourra regarder plusieurs scénarios. Donc, par exemple, celui de l'électrification du transport. Donc, nous comptons aussi acquérir des données en télématique. Donc, cela nous permettra de faire une carte annuelle des émissions de gaz à effet de serre, donc par ZAT, zone d'analyse de trafic, ou alors par segment de route. Donc, si vous avez une carte des ZAT de la ville de Montréal, donc c'est un modèle qui a 842 ZAT, donc vous pouvez voir qu'ils sont plus petits vers le centre-ville de Montréal. Donc, nous aurons la possibilité d'estimer les émissions pour certains segments de route sur des échelles de temps inférieures à l'année. Et là aussi, nous pouvons tester plusieurs scénarios, par exemple le scénario de l'implémentation de TOD, etc. Et afin d'assurer une utilisation raisonnée des données, celles-ci seront au préalable anonymisées. Donc, si par exemple nous utilisons les données en télématique, c'est sûr que les fournisseurs vont anonymiser les données. Et concernant le modèle macroscopique de la circulation, c'est déjà réalisé. Donc maintenant, pour les enjeux en convenance des données, donc cela consiste à réaliser un outil libre d'accès de nouvelle génération, capable d'orienter les processus décisionnels et d'avoir d'importantes retombées, donc à la fois environnementales, politiques et sociales. Donc environnementales, ce sont donc des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à la fois plus importantes et plus rapides. Donc politique, donc l'implémentation, la mise en place et la justification donc de mesures, et sociale, la compréhension des enjeux, l'acceptation des mesures mises en place et la mobilisation citoyenne. Donc pour ce faire, nous avons réalisé un questionnaire expérimental citoyen. Donc, il y aura 3 groupes de citoyens qui vont recevoir l'information de l'objectif lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'adoption de l'éco-conduite. Donc, il y aura des conditions expérimentales avec 3 cadrages. Le premier cadrage sera lié aux motivations sécuritaires, exemple pratiquer l'éco-conduite pour limiter les accidents de la route. Le deuxième cadrage sera lié aux motivations économiques, par exemple pratiquer l'éco-conduite pour réduire les coûts de carburant. Et le troisième cadrage sera lié aux motivations communautaires, exemple pratiquer l'éco-conduite suite à l'influence de pairs. Donc ces cadrages seront comparés à un cadrage neutre où il n'y a pas de conditions expérimentales. Donc maintenant, la conclusion. Donc pour le futur, ce partenariat créé va permettre de réaliser une carte carbone de la mobilité et de proposer des scénarios de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Cet outil vise la démonstration d'une preuve de concept
avec pour vision à long terme d'être hébergés publiquement afin d'assurer une pérennité d'usage à l'appui de mesures de réduction d'émissions et de développement de projets en recherche innovants. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous êtes tous invités à la journée de lancement de notre projet qui aura lieu mardi prochain, donc le 16 mai à l'ETS. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Je réalise que j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Maxime Landor-Papa, je suis conseillère en développement durable à l'INRS, Institut national de recherche scientifique. Prochain conférencier, on a M. Thibault Hénin, je prononce son nom de famille, parfait, merci, qui est analyste de politique au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre chez Ressources naturelles Canada. Et sa présentation s'intitule « Favoriser le développement durable au moyen de données géospatiales et de l'innovation ». Donc, ça devrait être bon, parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a... Non, avec les flèches. Les flèches, oui. Bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici, de pouvoir parler un petit peu de nos données. Donc, je suis avec le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, ou le CCCOT. Donc, je vais parler un petit peu aujourd'hui de nos données et aussi de nos compétences. Et là, je vais même vous avertir qu'il y a vraiment 3 types de données que je vais vous parler. Je vais parler de données qui sont couramment disponibles. Je vais aussi vous parler de données qu'on a planifiées, auxquelles nous sommes en train de travailler. Puis finalement, je vais aussi vous parler un petit peu de projets pilotes et, disons, des données qui ne sont pas encore ou qui peut-être jamais seront au public. Et vous donner des idées un petit peu de ce qu'on pourrait faire ensemble ou s'il y a des intérêts dans des partenariats. Donc, le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre a le mandat de gérer l'information géospatiale pour les Canadiens. Et donc, on publie beaucoup de données à des divers endroits. On a un nouveau site web en collaboration avec les partenariats provinciaux, geo.ca. C'est une ouverture douce, donc c'est encore en voie d'amélioration, mais on vous invite à visiter notre site. Je vais vous en parler un petit peu plus. Mais vous allez trouver nos données un petit peu partout. Soit, par exemple, au système de données d'observation de la Terre, les portails de cartes ouvertes et données ouvertes de canada.ca. Et aussi, par exemple, un nouveau portail qui a récemment été ouvert pour la cartographie des inondations. Il faut aussi dire que la majorité de nos données, on les reçoit de nos partenaires, soit les provinces, territoires et municipalités, ou aussi internement à RNCAN, ou même les autres départements fédéraux. Donc, on a fait beaucoup d'investissements récemment dans la cartographie utilisant l'IA. Un de nos mandats, c'est d'extraire les données fondamentales. Et donc, on utilise l'IA à faire auparavant ce qui prenait des heures, si pas des jours. On peut maintenant le faire en quelques minutes. Donc, ça change beaucoup la façon qu'on gère notre cartographie. Et donc, là, comme entrée, on a de l'imagerie à haute résolution, aérienne, on a des images historiques, on a même des cartes anciennes ou de l'ULAR. Et puis là, on utilise notre intelligence artificielle comme un service. Donc, l'idée, c'est qu'on a entraîné notre IA dans plusieurs régions, dans plusieurs cas, et sur demande, on peut là extraire des données fondamentales. Là, on parle d'éléments cartographiques, par exemple les routes, les fleuves, les rivières, les lacs, les bâtiments, tout ça sur demande. Et il y a vraiment dans notre plan 3 types de données et de produits qu'on veut pouvoir donner aux Canadiens. Au niveau 1, ce sont des données brutes. C'est vraiment ce qui sort de notre IA sans trop de correction. L'avantage, c'est qu'on peut les publier assez rapidement. Ça indique qu'il y a, disons, plus d'erreurs qui ont besoin de correction manuelle, mais, disons, au niveau du Canada, ça nous laisse faire des grosses superficies rapidement.
Au niveau 2, il y a plus de correction géométrique. On ajoute plus de cohérence topologique. Puis au niveau 3, ce sont des produits d'ajout attributs vraiment prêts pour l'analyse. Alors, par exemple, là, on peut voir la région de Chaudière où on extrait, premièrement, les buildings, les édifices, les cours d'eau, les routes, tout ça à base d'IA. Nous avons déjà des données disponibles sur le site web. Donc, les bâtiments extraits automatiquement, c'est un de nos produits les plus téléchargés. Donc là, on peut voir Québec. J'ai fait mon mieux pour trouver, je pense que nous sommes aux environs de la conférence dans cette image-là. Ici, un autre produit bien connu aussi, c'est la couverture des terres du Canada. Donc là, on a Shawinigan et aussi le Montréal. Pas autant de verdure sur l'île, mais on en voit quand même un petit peu. Maintenant, un de nos nouveaux produits, c'est l'indice de vulnérabilité aux inondations. Donc, un de nos grands mandats, si pas le plus grand, c'est de créer de nouvelles et meilleures cartes pour les inondations. Et donc, un de nos premiers produits, c'est cette carte d'indice de vulnérabilité aux inondations. Et c'est à base d'événements historiques surtout, mais ça prévoit plusieurs variables qui ont été entrées pour créer cette carte. Et disons, celle-là, c'est une carte qui est au niveau régional ou provincial à l'échelle. C'est pas possible d'aller vraiment au niveau municipal. Cependant, nous avons d'autres projets. Donc, on a reçu un budget assez... bien d'avoir une extension de ce budget pour créer un programme d'identification de cartographie des aléas d'inondation. Donc, c'est un programme assez ambitieux en partenariat avec les provinces où on donne du financement pour la recherche et le développement de cartes et de sciences pour pouvoir mieux prévoir les zones d'inondation. Et on fait aussi on fait itérer sur les scénarios de changement climatique. Et là, c'est encore, comme je dis, c'est surtout nous donnons les fonds aux provinces. Les provinces, eux, font la recherche et puis ils nous donnent les produits qu'on intègre au niveau du Canada. Nous sommes en train aussi de créer un nouveau réseau hydrospatial canadien. Donc, il y a couramment un produit national. La nouvelle version va être, on espère l'avoir disponible dans les années qui viennent. Là, on peut voir, donc on détecte le lac, on détecte les courants. On a aussi détection de changements pour les catastrophes. Et donc, ce sont des accès à la géomatique d'urgence. Par exemple, pendant les inondations ou les feux de forêt. Et là, on a plusieurs options. On peut détecter des changements par caractéristiques souhaitées, donc disons les bâtiments ou au câble électrique. Et on peut même détecter des changements globaux. Et on peut comparer instantanément si on a une photo, ou on a de l'imagerie, disons, après le désastre ou pendant un désastre, on peut comparer aux photos, l'imagerie historique, soit optique ou radar, pour détecter ces changements. Alors, par exemple, ici, on a l'île Bizarre en 2000. On peut voir où il y a eu des inondations comparé à l'historique. Ici, on a des exemples avec les feux de forêt, malheureusement, et on peut voir la différence, la détection des buildings, des édifices avant et après. Nous avons aussi des programmes pour l'érosion côtière. Ici, c'est avec l'imagerie assez récente. On peut comparer le littoral de l'île de Tuktoyaktuk. Et aussi, on peut le faire avec l'historique. On a aussi des archives d'imagerie historique du Canada qui datent de 1920 jusqu'à 1990. Et donc, il est aussi possible de détecter les changements.
En tant que produit et de projet pilote, on a fait aussi des projets pilotes pour les forêts urbaines. Donc, il est possible d'identifier ou d'estimer plutôt le nombre d'arbres. Donc, dans ce cas-ci, on détecte les arbres individuels. Il est aussi possible de faire des analyses. Donc, ici, on a la ville de Sherbrooke. On peut voir les changements, où il y a eu des changements forestiers. Avec le temps, à Sherbrooke, on peut voir, par exemple, la nouvelle autoroute, je crois. Je crois que c'est on peut aussi faire des simulations énergétiques, par exemple, estimer le potentiel photovoltaïque des bâtiments. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir au Québec, ça c'est... Je ne vois pas où j'ai mis le... C'est au Québec, je pense que c'était à Québec, la ville de Québec. J'ai tort. Ou, par exemple, l'étalement urbain. Donc, ici, on extrait les édifices et puis on peut comparer chaque région, comment ça a changé en 2006 et 2022. C'est la ville de Québec. Donc, j'ai été plus rapide que prévu, mais tout ça pour dire que nos données et outils sont disponibles sur geo.ca majoritairement. On est fondé sur le principe de gouvernement ouvert, données et cartes ouvertes. L'idée sur ce site web, c'est de créer une communauté, donc vous êtes tous la bienvenue. C'est encore en voie de développement, donc des suggestions pour les utilisateurs, c'est aussi à apprécier. Nous avons aussi notre code sur GitHub, donc si vous voulez contribuer ou utiliser notre code, aussi, il est là, il est disponible. Moi, je suis Thibault Henin, je suis un analyste politique, mais aussi vous avez des contacts pour notre directeur. Alexandre Beaulieu, c'est la section Géobase, celle qui s'occupe des données fondamentales, aussi des zones inondables, et l'innovation, c'est avec Nourri Sabot. Donc, si vous avez d'autres questions, je me réjouis à les répondre, et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'il y a une période de questions à la suite de toutes les présentations. Donc, notre prochaine conférencière est Jennifer Garard, qui est directrice adjointe chez Future Earth Canada. Elle va nous parler de la durabilité à l'ère numérique, une approche innovante pour tirer parti de l'innovation numérique pour la durabilité. Donc, encore 2 petites minutes. On va voir le PowerPoint. Donc, les fiches. Parfait. Est-ce que vous l'avez sur une queue? Oui, sinon, c'est grave. Attendez, j'ai fait OK, puis ça l'a ouvert. C'est peut-être juste les C'est la police. Ouais. Je vais peut-être m'asseoir, mes souliers font beaucoup de bruit. Parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Comme vous avez entendu, je m'appelle Jennifer Garard. Je suis la directrice adjointe de Future Earth Canada et de durabilité à l'ère numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours de durabilité à l'ère numérique, d'une idée jusqu'à une initiative, jusqu'à un groupe de réflexion autonome aujourd'hui. Je vais aussi décrire certains de nos projets pour démontrer notre approche innovante pour tirer parti de l'ère numérique pour la durabilité. Donc, le parcours commence vraiment avec Future Earth. Future Earth, c'est une plateforme internationale de recherche, d'innovation et de collaboration visant à accélérer des transformations pour une durabilité mondiale. Future Earth a 9 pôles dans le secrétariat tout autour du monde, donc un ici à Montréal. On a aussi 19 comités nationaux et 27 réseaux de recherche globaux. Avec notre ancienne directrice, Amy Lewers, elle a guidé des conversations commencées en 2019 autour de 2 constats. Donc, premièrement, on sait qu'on a besoin des transformations sociétales pour relever les défis de la durabilité.
Et deuxièmement, on sait que l'ère numérique transforme déjà nos sociétés à une échelle, à une vitesse sans précédent. Donc, dans ces conversations menées par Amy Luers, on a vraiment exploré avec des partenaires tout autour du monde comment on pourrait combiner ces deux constats. Ces conversations ont mené à la création de l'initiative Durabilité à l'ère numérique, DEN, qui est maintenant un groupe de réflexion, un think tank autonome, international, hébergé par l'Université Concordia. On est maintenant dirigé par Dr. Micheline Ayoub, qui voudrait quand même être ici aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente. Donc, le but de DEN, c'est vraiment d'explorer les défis et les possibilités pour tirer profit du pouvoir transformatif de la révolution numérique afin d'améliorer la durabilité et l'équité tout autour du monde. Nous travaillons sur la base de 3 piliers que vous pouvez voir: la facilitation de la recherche et l'innovation, le soutien d'activités de formation et de création de réseaux, et la suggestion de politiques publiques, normes et pratiques exemplaires. Mais le cœur de notre travail, c'est vraiment dans la mobilisation de connaissances et la coopération entre des métiers et des disciplines qui n'auront peut-être pas la chance de travailler ensemble sinon. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir le soutien du FRQ, Fonds de recherche du Québec, de l'Université Concordia et de Montréal International. Donc, je vais maintenant soulever quelques exemples de notre travail pour démontrer notre approche pour tirer parti des transformations numériques au service de la durabilité. Donc, le premier projet que j'aimerais mentionner dans le pilier recherche et innovation est celui qui a vraiment mené à la création de DEN suite aux conversations qui ont été menées par Amy. Le développement de l'agenda D2S qui a été publié en 2020 et a été élaboré en collaboration avec plus de 250 experts du monde entier. Cet agenda de recherche explore comment des perturbations numériques peuvent fonctionner comme des leviers de changement transformatif pour vraiment transformer les systèmes qui nous maintiennent sur une voie qui est non durable et inéquitable. Dans l'agenda D2S, excuse-moi, on ne voit pas vraiment à gauche de l'écran, mais c'est correct. Dans l'agenda de D2S, on a identifié 4 leviers de transformation numérique. Donc, le premier qu'on ne voit pas tout à fait, c'est une transparence inégalée, inédite. Donc, l'information et les données sont maintenant rendues incroyablement ouvertes et accessibles. La transparence s'impose de plus en plus comme une norme. Ça nous oblige vraiment à repenser la manière par laquelle les connaissances autour de la durabilité sont mobilisées et communiquées. Le deuxième levier de transformation, c'est des systèmes intelligents. L'intelligence artificielle, l'IA, l'automatisation et d'autres progrès technologiques ont permis aux machines d'avoir la capacité à rassembler et analyser les données, de percevoir et d'interagir avec leur environnement, de s'adapter et de communiquer avec d'autres systèmes. Donc, on inclut dans ça les systèmes humains. Ça a vraiment mené à des transformations à la majorité des secteurs. Troisièmement, on a la collaboration massive. Donc, avec les réseaux sociaux, l'omniprésence des téléphones intelligents et le développement des registres digitaux décentralisés, ça a permis l'émergence de nouvelles opportunités de collaboration et de connexion. Ça a aussi fait l'émergence de nouveaux modèles de commerce, de mouvements sociaux et de gouvernance. Et finalement, quatrième, on a une réalité hybride. Donc, l'innovation technologique permet des synergies entre le monde réel et le monde virtuel qui peuvent créer des expériences immersives qui provoquent des réactions émotionnelles et même des changements de comportement. Puis ça, en tour, ça peut permettre de penser différemment du climat et de la durabilité, de permettre une connexion plus personnelle. Comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est impossible de savoir vers où ces leviers de transformation vont nous mener. Mais l'argument principal de l'agenda D2S, c'est que si nous travaillons ensemble, nous pouvons orienter les transformations vers un avenir plus durable et équitable. Donc, je vais passer maintenant au pilier formation et réseau, juste pour vous parler vite d'un programme financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG,
dans le cadre de leur programme de formation orienté vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche, donc le programme PONCE. Nous, comme Future Earth et DEN, sommes en partenariat avec le programme Leadership en innovation environnementale, numérique et durable, LIND. C'est un programme unique d'études supérieures qui a comme ambition d'amener ensemble des différentes disciplines, des différentes méthodes scientifiques et d'identifier les opportunités présentées par l'art numérique pour accélérer la transition écologique. L'IND est dirigé par Damon Matthews, qui est professeur et chargé de recherche à l'Université Concordia et qui est aussi le directeur scientifique de DEN. Et avec les étudiants de l'IND, on développe des compétences requises pour les collaborations interdisciplinaires, les réflexions systémiques collaboratives et la communication politique, toutes des traits essentiels pour les futurs leaders d'un monde durable. Dans le troisième pilier, politique, normes et meilleures pratiques, je voulais vous parler de la Coalition pour la durabilité environnementale et numérique, ou CODES. CODES, c'est une alliance multipartite internationale créée en 2021 suite à la feuille de route, le roadmap, du secrétaire général de l'ONU sur la coopération digitale. L'objectif de CODES, c'est de promouvoir la durabilité digitale. Parmi les fondateurs de CODES, il y a le Programme des Nations unies pour l'environnement, le Programme des Nations unies pour le développement, le Conseil international des sciences, l'Agence de l'environnement de l'Allemagne et le ministère d'Environnement et de Forêt de Kenya, et aussi avec nous, Future Earth et DEN. Ensemble, nous sommes les co-champions, on appelle ça, de CODES, et on fonctionne comme le secrétariat pour l'initiative. Donc, à l'occasion de la réunion internationale Stockholm plus 50 en 2022, CODES a lancé le plan d'action pour une planète durable à l'ère numérique. Ce plan d'action identifie 3 changements sociétals qui sont nécessaires pour s'assurer que la transformation digitale devient une force d'action positive au service d'un monde durable. Le premier changement, c'est de permettre l'alignement, donc harmoniser les visions, les valeurs, les objectifs de l'ère numérique dans le cadre du développement durable. Le deuxième changement, c'est d'atténuer les impacts sociaux et environnementaux négatifs qui proviennent des technologies numériques et leur chaîne de valeur. Et troisièmement, c'est d'accélérer l'innovation pour la durabilité en transformant les systèmes, les mesures d'incitation et les modèles économiques autour de l'innovation. J'aimerais maintenant retourner au premier pilier, recherche et innovation, parler un petit peu du projet sur la philanthropie dynamique. Donc, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec le Climate Works Foundation. Et dans le contexte de ce projet, on a créé un cadre pour soutenir la transformation ou gouvernance du climat à l'ère numérique. Donc, ici, vous pouvez voir le cadre. Il y a vraiment 4 principes de conclusion que je voulais souligner. Premièrement, dans le centre, c'est valoriser le potentiel fertile des échecs et de partager les apprentissages d'une manière plus ouverte. Beaucoup de projets, ils cachent les échecs, en effet. Ils ne veulent pas communiquer ce qui n'a pas marché, mais c'est là où est-ce qu'on peut apprendre le plus. En haut, on voit, c'est de bâtir la confiance entre les différents groupes, par exemple avec les échanges de connaissances, des expériences et en explorant ensemble. En bas à droite, c'est de co-développer des idées, de tester et évaluer la valeur et aussi l'impact tout ensemble. Et finalement, en bas à gauche, c'est intégrer, cultiver et soutenir les projets innovants dans leur contexte spécifique. Donc, tout ensemble, ces 4 principes constituent un cadre pour réimaginer la gouvernance du climat à l'ère numérique. Et les réflexions dans ce cadre, provenant du projet sur la philanthropie dynamique, se sont matérialisées dans le projet DISA. Donc, un projet qui vise à avancer des connaissances basées sur les données pour une agriculture plus durable. Les 4 principes que je viens juste de souligner ont vraiment formé la base pour créer, pour développer ce projet DISA.
Donc, le projet d'ISA vise à explorer comment passer des systèmes d'agriculture qui sont basés sur les ressources matérielles, sur les chimiques, jusqu'à des systèmes qui sont basés sur la complémentarité des connaissances. Dans la première phase du projet, en effet, on a commencé par faire des échanges de connaissances entre des agriculteurs en Inde, en Andhra Pradesh, et en Afrique, tout autour de l'Afrique du continent, mais en particulier en Rwanda. Maintenant, nous travaillons vraiment à Rwanda et nous développons une base de données pour l'agriculture régénératrice. Cette base de données va intégrer les connaissances dérivées d'une analyse IA de l'imagerie satellite avec les connaissances locales qui sont co-développées avec les agriculteurs au Rwanda. On vient juste de terminer un sondage interactif avec plus de 800 petits fermes à travers du Rwanda. Et nous sommes en train d'affiner les algorithmes IA pour l'analyse IA, pour plus les aligner avec les connaissances, la compréhension actuelle de l'agriculture régénératrice. Le projet d'ISA, c'est vraiment un exemple de la nécessité des partenariats dans cet espace. Donc, à Future Earth, durabilité à l'ère numérique, on n'est pas des scientifiques de IA. On travaille vraiment dans le cadre environnemental. Donc, on est vraiment en collaboration proche avec MILA, l'Institut de Québec pour l'intelligence artificielle. On travaille aussi avec des partenaires sur le terre à Rwanda, donc en particulier le Centre régional pour le développement intégré de Rwanda et le Leaper Labs aussi à Rwanda, donc une organisation qui fait des entraînements, des formations des jeunes leaders en innovation en technologie. On travaille aussi avec C4 Aircraft, qui est le Centre mondial en agroforesterie. On travaille avec la compagnie de satellites Planète qui nous donne les images pour l'analyse. Et bien sûr, nous, Future Earth, durabilité à l'ère numérique. Et encore avec le soutien des fonds de recherche de Québec et ClimateWorks Foundation. Donc, le premier phase sera complet de développer la base de données. On a quelques prochaines étapes qu'on vise. Donc, premièrement, c'est vraiment d'utiliser ce base de données pour développer un cadre politique, pour encourager le développement de systèmes de support pour les agriculteurs qui font la transition vers l'agriculture régénératrice. On sait que la transition prend environ 2 à 3 ans avant qu'on voit le retour des investissements. Et donc, avoir des systèmes de support pour vraiment amener de travailler avec les agriculteurs pendant ces 2-3 années, c'est vraiment important, surtout pour les petits fermes dans un pays comme Rwanda. Une fois les systèmes de support seront en place, on voudrait aussi développer et soutenir des programmes formation des formateurs. Donc, c'est un modèle pour donner aux agriculteurs les moyens de s'engager avec l'apprentissage avec leurs pairs. C'est une approche qui a vu de grands succès en Inde, en Andhra Pradesh, avec nos partenaires, ainsi que dans de nombreux autres secteurs de développement. On veut aussi co-développer des outils numériques en collaboration avec les agriculteurs qui utiliseront les applications. Par exemple, on explore actuellement le potentiel d'un outil diagnostique, donc avec lequel on pourrait prendre une photo d'une plante pour identifier les infestations d'insectes ou des maladies sur la plante et donc de suggérer des méthodes sans produits chimiques pour résoudre les problèmes avant qu'ils deviennent ancrés. Et éventuellement, le but à long terme, c'est vraiment de mettre le projet à l'échelle transnationale et étendre à d'autres pays en Afrique. Donc, sur ça, je vais terminer. Merci beaucoup pour votre attention et on s'en parle plus. Merci. Merci, Jennifer. Donc, on va passer à notre dernière conférencière, Juline Lebrun, qui est étudiante au doctorat à l'UQAM.
Alors, pas tout à fait. Non, pas mais, ça. Bravo. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Je vais pas afficher comme ça. Ah oui, c'est Je suis rattachée à l'université en France. Moi, j'appartiens pas du tout à l'UQAM pour le moment. OK. J'ai juste mon co-directeur On va retenir ça, c'est bon. qui est là-bas. Il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Ça ne sera pas long, ça va être en ligne. Donc, l'apport de l'open data dans les dynamiques entrepreneuriales territoriales intégrant la question de la transition écologique. On a déjà perdu tout le monde, je pense, à cette heure-là, avec un titre pareil. Merci beaucoup à tous. Merci à Juste, du coup, pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant, toutes ces démarches, et ça fait vraiment écho à mon travail de recherche que je suis en train de mener. Je vais me donner 2 petites secondes. Je vois la version dans le PDF. C'est juste qu'il n'était pas. C'est ça. Et ça marchera pas. Ah non, ça marche pas. Ah, ben, ça marche. Mais moi, ça marche pas. Chouette, merci. Oui, du coup, c'est vrai que moi, c'était vraiment enrichissant pour moi d'être ici et de comprendre comment vraiment fonctionne le territoire. Je suis fraîchement arrivée de la France, ça fait que 3 mois que je suis au Québec. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre les dynamiques ancrées au territoire. Donc, je travaille vraiment sur 3 terrains. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est moins opérationnel que les conférences, je pense qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Moi, je suis vraiment sur un travail de recherche. J'ai quitté le monde un peu plus opérationnel pour vraiment m'étendre sur mon travail de recherche. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter la mise en contexte de mon travail, de vous expliquer les enjeux et les défis qu'on a visés à travers ce travail, et puis après d'aller plus sur la méthodologie, donc avec les impacts directs au niveau du système, le positionnement, et puis les structures qui sont intéressées aussi par ce que je suis en train de travailler. Il y a quelques écueils, vous m'excusez, dans la présentation. Ça me paraissait important de vous rappeler un peu mon parcours pour comprendre jusqu'où je suis allée aujourd'hui. Donc, j'ai commencé vraiment à travailler tout ce qui était économie et social. Ça m'a vraiment passionnée depuis le début. Après, je me suis lancée sur des études de droit, toujours intéressée par les questions de transition écologique et autour des data. J'ai suivi après par un master en sociologie appliqué au métier des études et de la donnée. Donc, c'était vraiment essayer de comprendre à une échelle plus large comment les systèmes numériques alimentaient après des processus territoriaux. J'ai fini dans une association, qui est plutôt un bureau d'études qui s'appelle l'ADRE, qui accompagnait des collectivités dans la mise, dans l'ouverture de leurs données. Donc, c'était vraiment passionnant. Je me suis vraiment ancrée sur des terrains très fertiles au niveau de l'ouverture des données. Et puis après, j'ai quitté le monde universitaire pour vraiment aller sur de l'opérationnel en tant que chargée de projet, puis après sur un travail de chef de projet qui était vraiment hyper intéressant sur tout ce qui était transition. Donc, transition au sens large, en prenant en compte les transitions économiques et les transitions écologiques qui étaient un peu dues à la crise Covid à la suite. Et donc, je donnais des cours à l'université en France. Donc, c'est là où je suis rattachée, du coup, à l'université de l'UQAM. J'ai un co-directeur à l'université de l'UQAM, mais mon travail de recherche est vraiment attaché à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Pour essayer de comprendre les dynamiques qui sont en cours, surtout en France, et d'alimenter à travers différents processus internationaux, comment est-ce qu'on peut venir alimenter, nous, notre couverture des données. Donc, pour une petite mise en contexte, c'est vrai qu'on a balayé des systèmes et des processus très opérationnels là, sur l'ouverture des données, et c'était hyper intéressant, je vous remercie vraiment. Et du coup, pour moi, j'en suis plus à essayer de comprendre en fait comment ça chemine au niveau des territoires plus ruraux. Enfin, moi, je suis vraiment issue des territoires montagnards de France, et il y a des vraies questions qui se posent en fait entre ce qui s'est passé au niveau plutôt institutionnel et des réalités de terrain. Donc, quand j'avais commencé mon travail de recherche, c'était vraiment sur l'ouverture des données. On était en plein essor. Il y avait vraiment beaucoup d'effervescence au niveau politique et au niveau des collectivités sur ces sujets-là. Donc, l'open data grandissant. Après, en étant passée du monde universitaire au monde plus pragmatique, en étant vraiment avec les collectivités, ce n'est pas les mêmes échelles que vous, mais ça correspond à peu près aux régions, aux fédérales. On a essayé vraiment de les accompagner à créer des bases de données. On allait avec eux pour essayer de faire du consulting sur de l'ouverture vraiment pragmatique, pure et dure, en tant que data scientist, pour essayer d'aller vraiment comprendre quelles étaient leurs données à disposition et comment on pouvait les mobiliser sur les territoires.
Donc, ça fait un peu écho à ce que faisait Thibaut sur les données géospatiales. Nous, on a accompagné beaucoup de collectivités et de systèmes en France, notamment le CRIGE, c'est un peu l'équivalent du géoportail ici, à vraiment ouvrir et publier de façon réutilisable leurs données. Donc, ça a été vraiment hyper intéressant pour moi. Quand j'ai après quitté ce monde-là pour me retrouver dans mon monde plutôt professionnel, je me suis confrontée aux réalités des élus et des politiques publiques qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça m'a fait réfléchir. C'était très compliqué de les accompagner sur les données. Ça fonctionnait pas, en fait. L'idée, c'était que vraiment, il y avait un vrai écueil sur le sujet. Moi, j'étais une fervente défenseuse de ce que ça aurait pu être, mais en me confrontant, j'ai vraiment compris que ça fonctionnait pas. Et l'idée, c'était d'aller comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, il faut qu'on me pose les choses. J'ai eu un directeur de recherche qui m'a vraiment accompagnée sur ces sujets-là. On a monté au niveau national, on est allé voir les gros organismes et on leur a dit, voilà, le problème, il nous semble que c'est qu'on ne peut pas aller impulser des dynamiques territoriales en prenant en compte des données qui sont un peu ouvertes de façon plus ou moins aléatoire, sans comprendre vraiment les usages qui peuvent être vraiment ancrés au territoire. Et c'est là qu'on a réussi à sortir cette problématique autour de l'open data comme dynamique entrepreneuriale territoriale intégrant la question de la transition écologique. Donc l'idée de ce gros travail qui se présente à moi, parce que c'est vraiment les prémices, hein. Enfin, j'étais en doctorat là, depuis seulement septembre dernier. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre, en fait, par une approche beaucoup plus ancrée du territoire, comment est-ce qu'on peut trouver des leviers intéressants à travers, du coup, des données de transition écologique et transition économique pour accompagner les collectivités à ouvrir leurs données. Je suis moi-même élue dans ma commune en France. Et donc, du coup, j'ai vraiment ce rapport consultant et politique parce que je travaille beaucoup avec les politiques. Et du coup, j'avais vraiment cette sensation que si on allait chercher les politiques publiques sur des questions de transition écologique, de durabilité et tous ces termes dont on parle depuis tout à l'heure, confrontés à des réalités qui, pour eux, pourraient être pragmatiques et pourraient avoir une réalité connue, ça pourrait avoir du sens. Donc, c'est vraiment ça que je voudrais aller chercher dans ma recherche. Donc, les données un peu qu'on va aller chercher, c'est celles que vous connaissez. On parlait de mobilité tout à l'heure. C'est vrai que c'est des données, en tout cas en France, qui sont vraiment très, très intéressante parce que c'est notre plus grosse consommation énergétique sur les territoires, suivie de toutes les données au niveau de la consommation de gaz à effet de serre. On a aussi toutes les habitations qui sont très énergivores, nous, surtout en milieu rural, mais c'est pareil au Canada, de ce que j'ai pu en voir. On parlait de santé tout à l'heure aussi. Toutes les données sur la santé, nous, elles sont vraiment primordiales pour tout ce qui est déserts médicaux, etc. Donc, j'ai vraiment pris ce prisme transition énergétique et durabilité pour mon sujet de recherche. Donc, les enjeux, comme je vous l'expliquais, c'était vraiment autour de la transition écologique, de la transition économique, parce que forcément, elles sont liées. Et pour que ça ait du sens pour les politiques publiques, il faut forcément qu'on passe par des enjeux très économiques. C'est des réalités. Enfin, je pense qu'en étant plus près des politiques publiques en France, en tout cas, c'est vraiment... On ne peut pas y échapper, quoi. J'appréhende un peu le territoire québécois en ce moment pour comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'on a quelques similitudes. Et l'idée, ce serait aussi de comprendre vraiment toute la transition sociopolitique. Donc, comme on le disait, on est face à des grands enjeux aujourd'hui de transition socio-économique, écologique et politique. Et l'idée, c'est de comprendre comment, avec le numérique, on peut faire face, le numérique et en particulier l'ouverture des données, on peut faire face à ces grandes transitions. Donc, j'ai peut-être mis en écho des défis visés, donc à travers peut-être la transition écologique grâce à l'ouverture des données, augmenter les rentabilités de données publiques en favorisant l'entrepreneuriat, en partant du postulat que si on va chercher les entrepreneurs sur des sujets de données ouvertes, on va pouvoir après les inciter à aller vers les collectivités et que les collectivités ouvrent plus massivement leurs données. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de partir. On a un peu renversé la balance en se disant on va partir des entrepreneurs, on va essayer de comprendre leurs besoins, leurs sensibilités, de quel type de données ils pourraient avoir besoin pour après aller chercher les politiques publiques sur l'ouverture des données. L'idée, c'est qu'elles ouvrent, de ne pas inciter les élus et les techniciens des collectivités à ouvrir leurs données dans le vide, mais vraiment de comprendre les besoins des entrepreneurs pour après aller chercher des données publiques. Donc, on s'intéressera vraiment à toutes les réutilisations, tout ce qui se passe, comment est-ce qu'on va aller chercher... Typiquement, les conférenciers du jour pourraient être des entrepreneurs. Bon, après, à voir comment on pourra travailler ensuite ensemble. Mais l'idée, ce serait vraiment d'aller comprendre quels sont
les positionnements des entrepreneurs vis-à-vis des données qui parfois méconnaissent l'existence de données publiques ouvertes et leur réutilisation possible. Donc ça, c'est vraiment mon travail de recherche. Donc au niveau du positionnement, l'idée, c'est, comme je vous le disais, de partir, d'aller faire de l'immersion avec les entrepreneurs pour comprendre comment est-ce qu'ils vont réutiliser les données. Donc, j'ai déjà commencé à le faire en France à travers un dispositif qui s'appelle Open Data France, qui est hyper intéressante, en fait, qui reprend plein de nomenclatures, plein de réutilisations. C'est eux qui gèrent un peu le réseau Open Data en France et ils ont beaucoup de liens avec les entrepreneurs. Donc, moi, ils m'ont mis en lien avec des entrepreneurs en France pour essayer après d'aller les chercher sur, du coup, leurs besoins, leurs usages, comment est-ce que ça pourrait accroître leur économie, comment est-ce que ça pourrait les emmener sur quelque chose de beaucoup plus écologique et vert, parce que c'est ça, en fait, le fil conducteur de la recherche, hein, c'est vraiment créer des démarches écologiques et entrepreneuriales. Et donc, avec Open Data France, ça m'a permis de vraiment avoir une visibilité sur les entrepreneurs qui étaient concernés par l'usage des données et qui plus est sur des démarches plus écologiques. Par exemple, on parlait de reforestation tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé avec Forest Action, qui est basée à Paris et qui, eux, se servent des données, par exemple, géospatiales ou de tous les portails avec les nomenclatures des territoires où, du coup, il est possible de voir où est-ce qu'il y a des forêts qui ont été coupées ou pas. Et comment est-ce qu'on peut les réalimenter? Par exemple, c'est le genre d'entrepreneuriat qui est hyper intéressant dans mon travail de recherche. Et du coup, de faire le lien entre les collectivités et ces besoins entrepreneuriaux. Donc ça, après, c'est des positionnements très théoriques, mais l'idée, c'est vraiment du coup de partir des entrepreneurs pour co-construire une recherche ancrée, donc vraiment partir du territoire, du terrain, des besoins pour essayer d'aller faire de la recherche avec les collectivités. J'ai aussi fait je vais faire un terrain en Suisse avec l'État de Genève parce qu'ils sont vraiment très intéressés par ces données, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet parce qu'on est vraiment dans les prémices et du coup, l'État de Genève, c'est moins transparent pour le coup. Je travaille beaucoup aussi avec, j'ai travaillé avec Open North, qui est intéressant, et leur projet Open Data 500, donc qui est vraiment pour moi très riche en démarche entrepreneuriale. J'ai aussi du coup travaillé avec certains de vos élus locaux. J'ai eu quelques entretiens pour essayer de comprendre la vision qu'ils avaient de l'open data et comment ça pouvait se traduire sur les territoires, parce que même si je pars des entrepreneurs, pour moi, c'est vraiment important de comprendre tout l'écosystème politique qui est généré autour de ça. Donc, c'est un peu dans cette mesure-là que j'ai eu quelques rencontres, notamment avec le maire de Shawinigan, et je me suis rendu compte vraiment des dichotomies entre les ambitions politiques et les réalités de terrain, et puis ne serait-ce que la notion d'open data en soi. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour moi. Et puis le reste, après, c'est ce qu'on vient d'évoquer. La méthodologie, je ne vais pas m'étendre plus dessus. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Je ne veux pas faire d'entretien pour le coup. C'est vraiment de passer du temps en immersion avec les entrepreneurs, avec des réseaux d'entrepreneurs pour essayer de vraiment comprendre comment ça se tisse au fur et à mesure du temps et de co-construire avec eux, d'aller revoir les collectivités. Voilà, on aurait besoin de telles données, d'expérimenter avec les entrepreneurs ce qui peut être mis en place sur les collectivités, de trouver des collectivités qui sont dynamiques avec ça. Et j'en ai trouvé une, du coup, c'est la MRC Rivière du Nord avec laquelle je travaille. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est en train de se mettre en place. Donc je pense que ça va être mon terrain très, très ancré au Québec. et voilà, l'idée, c'était vraiment pas de les noyer parce que les entrepreneurs, ils sont vraiment beaucoup sollicités sur ce genre de choses. De pas les noyer avec des questionnaires, mais vraiment de les amener de façon sensible à repenser leur manière de travailler et puis d'aller sur des choses beaucoup plus écologiques et durables avec peut-être de la sensibilisation en même temps que je participerai à la recherche. Donc, ça, c'est vraiment les grands objectifs. Et puis, je vous ai mis pour finir des structures qui étaient intéressées par ma recherche, par la recherche qu'on était en train de mettre en place. Donc, il y a l'Université de Paris-Saclay qui est vraiment très intéressée par ce sujet autour de la donnée. Il y a Open Data Impact qui est
très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai qu'ils voient un peu, ils essaient d'étudier au fur et à mesure quelles sont les réutilisations de l'open data, mais à un niveau international. Donc ça, c'est vraiment très riche pour moi parce que ça me permet d'avoir des entrepreneurs de part et d'autre dans le monde. Donc c'est pas négligeable. Open Data France, c'est hyper intéressant parce que au final, en France, on est vraiment très en avance sur l'ouverture des données. On se classe au premier rang avec l'Italie, parfois la Suisse qui vient nous concurrencer. Après, il y a vraiment toute la partie Canada et c'est aussi pour ça que je suis là, pour essayer de comprendre comment ça se tissait sur le territoire. Donc, il y a Open North que vous connaissez sûrement mieux que moi. J'ai pas mal d'élus qui me suivent aussi en France et puis tout ce qui est chambre de commerce et de l'industrie. Donc, voilà, c'était une présentation de ma recherche. J'espère que je vous ai pas assommé avec toute la partie littérature parce que je pense que c'est pas le propos et puis en 15 minutes, ce serait peut-être un peu court, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de travaux qui ont été faits qui sont hyper intéressants sur notamment comment est-ce qu'on réutilise les profils des utilisateurs, les profils du coup des entrepreneurs qui seraient à même de réutiliser ces données, comment est-ce qu'on tombe sur l'opportunité, comment l'open data du coup créer des opportunités au niveau de l'entrepreneuriat, enfin ces allers-retours, des postures un peu épistémologiques à prendre en compte dans un système très pragmatique, au final, c'est ça, c'est faire le lien entre une organisation, un système qui est en train de prendre vie et puis des réalités avec des bases de données, des gros tableaux Excel et comment est-ce qu'on maille tout ça avec aussi des ambitions politiques. Donc, voilà. On va passer à la période des questions. Je vais tenter de répéter les questions dans la salle pour les gens à distance. Sandrine, vous nous entendez toujours bien? Oui, parfait. C'est super. Parfait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour nos 4 participants? Une question en ligne, Martha? Une question en ligne, oui. De la part de Rachel. Une question qui est adressée à M. Hénin. Il se demande si, en fait, la simulation énergétique permet de détecter qu'il y a de la climatisation. Il y a de la climatisation. De la climatisation. J'en ai pas donné. Ah, ben, ça va être correct. Je ne connais pas tous les détails. Celle-là, je ne pense pas que non. On ne peut pas détecter à base de photos, d'imagerie optique. Je ne pense pas qu'ils puissent. Non. En France, pour le coup, si je peux me permettre de rebondir, il y a des collectivités qui permettent d'avoir... alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau technique, mais du coup, ils font un scan des dépenses énergétiques des habitations et ça permet de voir au niveau de la température du bâtiment en été si jamais il y a des climatiseurs ou pas. Donc, je sais que ça existe, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est possible en termes d'intelligence artificielle pour le coup. Oui, les données que nous avons, c'est surtout de LIDAR, souvent des provinces, ou c'est de l'imagerie optique. Donc, ce n'est pas de l'imagerie infrarouge. Oui, je crois que c'était les données. Merci. On a des questions dans la salle pour nos conférenciers, conférencières. Pardon. Je suis j'avais sur le blog aujourd'hui, je suis sûre qu'il y aurait répondu sur les difficultés. Est-ce que c'est qui qu'on compose avec ça? Ah, ok, c'est bon, parfait. Je me demandais si c'était quelqu'un dans la salle, mais c'est bon. Mais non, quand on parlait d'être confronté aux politiques publiques, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai entendu des petits rires dans la salle aussi, mais Liliana? Oui, merci pour cette présentation. Je trouve que ça dialogue très bien. Donc, bon, vous avez des questions entre vous parce que je voyais que les deux, la question en fait, c'était pour la question, et par rapport aux utilisateurs de vos services, vous avez mentionné que c'est un service sur demande et je voulais savoir un peu plus comment ça fonctionnait. Puis, justement, ça me fait penser que peut-être vous aviez des réactions comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est un service récent, mais qui l'utilise? C'est quoi les coûts? C'est quoi que vous voyez comme réception, en quelque sorte, des utilisateurs? Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut parler?
Mais donc, l'extraction automatique avec l'IA, c'est pas encore, disons, opérationnel. On prévoit que ça deviendra opérationnel dans les mois qui viennent, on espère, ou avant la fin de l'année. Souvent, disons, une fois qu'il y a des demandeurs, sont souvent les provinces ou les départements, ou même juste pour faire des mises à jour des données fondamentales. Et là, on prévoit de mettre ça sur Géo.ca. Donc, même si le demandeur, une fois que c'est demandé, on a produit les données, on donne au demandeur, puis on met aussi une copie sur Géo.ca. C'est ce que je comprends. Ça dépend aussi de l'imagerie. Donc, il y a parfois des contraintes avec l'imagerie qu'on reçoit qui indiquent, oui, on peut le faire, on peut laisser l'imagerie être publique ou les données qu'on ressort de ces images être publiques, et parfois non. Ça dépend un petit peu des contraintes de l'imagerie, mais normalement, l'idée serait, c'est de, même, par exemple, de faire une mise à jour des édifices et extraits automatiquement, mettre les mises à jour sur Géo.ca pour tout usager. Mais les demandeurs, c'est souvent les provinces, les autres départements fédéraux, ou même juste dans nos processus de mise à jour de nos données. C'est possible, je pense. Il y a des partenariats aussi avec quelques villes. Je ne suis pas tout à fait courant avec tous les partenariats. Souvent, si ça va de la ville à la province, puis la province au fédéral. Mais ça se peut aussi, surtout en cas d'urgence, par exemple. Là, il y a des processus où on peut faire appel pour mobiliser les ressources fédérales. Et là, on a des équipes toujours disponibles, immédiatement, qui peuvent utiliser ces algorithmes tout de suite. Mais il faut entraîner les algorithmes pour qu'on puisse répondre rapidement. Il faut avoir des algorithmes qui sont disponibles pour des environnements différents. L'hiver à Montréal, c'est très différent que l'été ou même que la côte est ou ouest. Donc, il faut avoir des algorithmes entraînés et prêts à extraire les caractéristiques qui nous intéressent. Ils doivent être, disons, archivés et prêts. Et puis là, quand il y a une urgence, on peut les utiliser. Mais c'est encore un nouveau service. On n'a pas encore tout à fait... on sait qu'il y a des cas importants, mais on n'a pas encore tout à fait clarifié qui vont être tous les utilisateurs, quels vont être les processus. Parce que d'abord, il faut qu'on ait bâti toute l'infrastructure et que nos algorithmes soient suffisamment bons. Il y aurait des coûts? Potentiellement, oui. Je sais pas, ça dépend. Les coûts, souvent, ça dépend du cas, à vrai dire, et du demandeur. Mais les coûts, les coûts, ça dépend. Ouais, je ne sais pas. La réponse courte, c'est je ne sais pas exactement. Peut-être pour rebondir là-dessus aussi, là, ce qui est intéressant, c'est que tout ne sera pas disponible parce que je pensais aux cas d'inondation, entre autres la vulnérabilité aux inondations. Il y a déjà, on sait qu'il y a une grande disparité entre les cartes des villes parce que d'une municipalité à l'autre, on utilise des techniques différentes. On utilise aussi beaucoup la politique pour guider où est-ce qu'on veut pouvoir permettre le développement foncier et tout. Donc, ça, est-ce que ça va être le genre de données qui vont être forcément publiques, ils vont être là. Donc, là, après ça, les municipalités peuvent plus se cacher derrière, nous, on utilise telle façon d'évaluer nos zones inondables. Je sais que ce que nous avons fait, c'est on travaille avec les provinces pour créer des standards, pour qu'on puisse avoir les mêmes standards et potentiellement, on pourrait créer des maps à l'échelle nationale, au Canadien, excusez-moi, qui pourraient être disponibles ouvertement. Mais ça, puisque ce n'est pas notre imagerie, ça dépend de la province, de la région, ça dépend des partenaires. Donc, ça se peut qu'eux, ils auront des cartes de zones inondables qu'on leur a aidé à fournir et créer, mais on n'a pas le droit de distribuer. On peut aussi s'imaginer aussi avec, par exemple, les communautés autochtones. Il faut leur accord pour prendre l'imagerie, il faut leur partenaire pour créer cette imagerie aussi pour la distribuer. Donc, il y a des contraintes. Cela étant dit, on espère autant que possible distribuer nos données, ainsi que pour les cartes inondables, ouvertement. On demande au plus possible, mais parfois, comme j'ai dit, il y a des contraintes. Jennifer, je voyais filer la tête, avez-vous un... Oh non, juste l'idée d'entrer en partenariat avec les communautés autochtones, c'est tellement, c'est tellement de base
c'est vraiment important dans des projets comme ça, mais aussi dans d'autres projets aussi, mais c'est des communautés locales, autochtones ou non, d'avoir une bénéfice pour les communautés de la collecte des données et aussi de le ownership, à qui appartiennent les données qui sont collectées, à qui appartiennent les connaissances qui sont créées à partir de ces données. C'est vraiment c'est quelque chose qui émerge de plus en plus, mais c'est important, mais c'est pas simple à résoudre. Je suis contente d'entendre tes commentaires là-dessus. Pour rebondir, si je peux me permettre, c'est vrai que la question, et je pense que le processus s'est déjà déroulé en France, et pour le coup, Open Data France, la structure dont je vous parlais tout à l'heure, a fait des grosses nomenclatures de données où du coup, ça permet à toutes les provinces d'être l'équivalent des provinces qui sont les régions chez nous, d'être sur le même pied en fait. Du coup, toutes les données qui sont créées par une région peuvent être réutilisées par d'autres avec des bases de données qui sont vraiment condensables et modifiables avec les mêmes intitulés de colonnes, quoi. Du coup, c'est très simple dans la réutilisation. Et sur toutes les données du coup géospatiales, ça a été une loi en France qui a imposé l'ouverture des données et toutes les données publiques maintenant sont obligatoirement ouvertes parce qu'elles appartiennent à la citoyenneté. Et du coup, il n'y a plus la question du prix qui se pose vraiment. Vous parliez du coût tout à l'heure. C'était des données qui coûtaient très cher à aller chercher, à la réutilisation. Mais à partir du moment où ça a été fixé comme une donnée du coup ouverte, ça a été beaucoup plus simple dans la libération et dans leur réutilisation. Et par derrière, moi, si je peux rebondir avec ma démarche à moi, c'est hyper intéressant parce que du coup, on pourra comprendre avec des démarches entrepreneuriales, écologiques, comment elles peuvent mobiliser de telles données qui sont ouvertes, par exemple, par ce type de géoportail, parce que pour le coup, on est en plein cœur des sujets d'ODD avec tout ce qui est qualité de l'air, traitement de l'eau, inondation, gestion des risques. Enfin, tout ça, c'est vraiment des questions qui peuvent être traitées par ce type de données. Et c'est pour ça que le lien est vraiment intéressant à faire avec l'accessibilité de ce type de données. Et je dirais, il y a une politique publique au fédéral qui indique que les données doivent être ouvertes autant que possible. Donc, autant que possible, je pense. Mais comme je dis, ça dépend de, par exemple, s'il y a de l'imagerie de zones secrètes ou de, oui, bien sûr. de trucs, ou c'est pas notre imagerie, disons, on peut pas décider, on peut décider, OK, c'est une imagerie importante, mais disons si c'est l'imagerie du Québec, et le Québec nous dit, OK, oui, vous pouvez l'utiliser à l'interne, mais pas la distribuer, forcément, on ne peut pas. Donc, autant que possible, mais avec un grand pays fédéral comme le Canada, il y a des contraintes. Peut-être Sandrine en ligne, est-ce que vous voyez des utilisations avec le projet Géo.ca? Est-ce qu'il y avait des choses qui pourraient être utilisées dans le cadre du projet carbone? Ben là, je voyais en fait qu'on avait les bâtiments qui étaient indiqués, mais en même temps, je vois que c'est juste une image 2D. Et nous, en fait, on va déjà utiliser la plateforme de recensement informatisé de la ville de Montréal. Donc, on va avoir déjà les localisations des bâtiments. Donc, on a déjà nos propres sources pour géolocaliser les bâtiments. Est-ce que c'est des données que vous servez chez Géo.ca pour affiner les vôtres? Non, je ne pense pas. En fait, on va utiliser les données de la ville. Oui, c'est ça, mais est-ce que chez, pardon, pour Thibault, est-ce que chez Ressources naturelles Canada, vous pourriez utiliser ces données de la ville? Est-ce que vous les intégrez à votre algorithme? Je ne sais pas, à vrai dire. Mais l'idée aussi, c'est pas toutes les villes et municipalités qui ont les mêmes ressources que Montréal ou Québec. Donc, l'idée aussi, c'est de donner des données aux plus petites municipalités ou celles qui n'ont pas les mêmes capacités. Et donc, mais ça se peut que, je suis certain qu'il y a aussi des liens entre les deux, mais je ne suis pas certain pour chaque ville quelles données nous utilisons pour améliorer notre système. Oui, juste. Oui, j'ai une question par rapport à vos projets, notamment en Afrique, dans des contextes plutôt où on parle de l'ownership produisait beaucoup de choses qui seraient très utiles pour les gouvernements pour gérer, par exemple, le lien avec les gouvernements, par exemple, qui n'ont pas nécessairement des ressources. Donc, après, on se rend compte que l'ownership, comment il est
Pour les gens en ligne, la question est sur l'appartenance des données, entre autres dans les projets là, en Afrique, là, comment on fait pour gérer les données une fois récupérées? Donc, c'est une très, très bonne question. On vient juste d'écrire un chapitre de livre là-dessus, justement, on appelle ça data stewardship. Donc, non juste l'appartenance, merci pour le mot, mais aussi comment la collecte est faite, qu'est-ce qu'on fait avec les données lorsqu'ils sont collectés avant l'analyse, où les servers sont localisés dans le monde. Donc, au Rwanda, ils ont quand même des régulations au niveau fédéral sur ces types de questions-là. Donc, bien sûr, on a tout fait en collaboration avec le Centre de recherche national du Rwanda, avec leur comité. Mais maintenant, on travaille aussi avec les agriculteurs pour être certaine que leurs informations sont pas juste... donc, c'est open data, mais avec les issues de confidentialité comme intégrées. Donc, on ne veut pas avoir les noms des petits agriculteurs distribués partout au monde, mais quand même, les données peuvent être utiles pour, comme vous avez dit, les gouvernements, non juste au Rwanda, mais à d'autres pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'agréger les données jusqu'à un certain point qui sont encore contextualisées, mais que c'est assez anonyme. C'est difficile parce que surtout dans un pays comme Rwanda, les agriculteurs savent des fois, s'ils parlent de la récolte d'une certaine type de plante dans une certaine région, ils savent des fois c'est qui. Donc, il faut quand même avoir la balance entre l'agrégation, mais avec être certaine que les issues de confidentialité soient respectées. Mais tout va être partagé. J'avais aussi une question pour vous. Lorsque vous parlez de mettre en place des outils pour l'agriculture en Afrique, pour Rwanda, c'est ça aussi au Kenya. Est-ce que vous avez pris en compte la fracture numérique entre les agriculteurs eux-mêmes? Parce que moi, j'aurais l'impression que ça pourrait comme creuser l'écart entre les agriculteurs les plus riches et les plus pauvres. Donc, ce serait comme un outil aggraver en fait la pauvreté des agriculteurs. Donc, pour les gens en ligne, la question sur le projet d'ISA au Rwanda sur l'agriculture régénératrice, à savoir si le coût finalement d'utiliser l'outil ou la facture numérique, comme vous disiez, pourrait augmenter l'écart entre certains producteurs. C'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on explore actuellement. Avant qu'on crée quelque chose, c'est vraiment une question qu'on veut voir avec les agriculteurs. Donc, en ce moment, on travaille uniquement avec les agriculteurs, on appelle ça smallholder farmers, donc les petits agriculteurs. Donc, on ne travaille pas avec les grands fermes industrielles, mais avant de développer des outils, c'est vraiment quelque chose d'important. Aussi, quand on regarde à d'autres pays, je travaille aussi avec un étudiant en postdoctorat qui regarde sur les issues de gender dans ces questions. Donc, pas au Rwanda, c'est moins problématique, mais dans d'autres pays, par exemple, les téléphones intelligents sont contrôlés par l'homme de la maison. Donc, si c'est une femme qui fait l'agriculture, puis elle n'a pas accès au téléphone où on peut trouver l'application diagnostic, comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va aggraver les issues qui sont déjà présentes? Donc, c'est vraiment une bonne question. Une idée qu'on avait, c'est de chercher des fonds, en effet, pour soutenir le coût du data pour le téléphone, de soutenir le coût du téléphone elle-même pendant une période de, disons, 5 à 10 ans. Au moins pendant la transition et après, pour que les agriculteurs soient soutenus durant ce temps. Non, mais on est en train de chercher des fonds, puis aussi d'explorer les options, parce que vous avez bien raison, c'est important. Merci. Est-ce que DISA est-ce que ce serait envisageable de l'utiliser ici, ou c'est vraiment trop différent? Non, c'est pas impossible. Je pense que les algorithmes IA qu'on développe, pas que moi je développe, mais que nos partenaires à MILA développent en ce moment, ce seront applicables à d'autres cas. Donc, c'est vraiment de voir est-ce qu'on peut regarder de l'espace avec l'imagerie satellite et
découvrir des pratiques d'agriculture régénératrice. Donc, ces types d'algorithmes, je crois, pourraient être adaptés à de différents contextes géographiques. Mais les connaissances locales qu'on utilise pour valider les algorithmes sont tellement spécifiques au contexte. Donc, même d'aller au Rwanda, au Kenya, je pense qu'il faudrait recommencer avec le contexte local parce que c'est assez différent. Et donc, de venir ici au Canada, ça serait toute une autre démarche. Mais je crois que ça serait possible, pas de l'appliquer directement, mais de développer encore quelque chose qui peut intégrer le contexte local. Antadiscellent, ça allait dans le même sens, c'est ça? Ah oui, pour elle, donc je suis quelqu'un. Donc, oui, pour Julie, si la question sur l'exemple du terrain et des politiques qui m'intéressent, un peu des exemples et comment ça aurait été. J'ai fait le choix de ne pas être financée pour ma thèse par une collectivité, justement pour avoir cette liberté de posture. Oui, alors les politiques publiques concernées, en tout cas, parce que je pense que c'est réel pour beaucoup d'autres sujets, mais en tout cas sur l'open data, la question, elle se pose vraiment parce qu'il y a des injonctions donc, qui sont moins marquées au Canada, mais en France, il y a vraiment une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants d'ouvrir leurs données. Donc, toutes les données qu'elles ont en leur sein, elles sont censées les mettre à disposition. Et il est censé y avoir naturellement des réutilisations qui découlent de l'ouverture de ces données. Et on attend un peu sur les territoires que ça prenne naturellement. Alors, du coup, il existe des bases de données qui consomment des serveurs monstrueux un peu partout dans le monde, dans des énormes plateformes qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, les collectivités répondent à cette injonction légale, mais sans avoir vraiment conscience ou notion de ce que ça pourrait en être. Et en fait, ma posture à travers la recherche, c'est vraiment de se dire qu'à travers des ambitions écologiques et économiques, pour moi, c'est les deux grands enjeux les plus portés en politique en ce moment, en tout cas sur le territoire français. Si on va expliquer aux politiques publiques qu'il y a des vrais besoins sur ces sujets-là et que l'ouverture des données peut répondre à des enjeux de transition énergétique et économique, alors elles y trouveront un intérêt plus particulier et du coup, ça les incitera à ouvrir leurs données. Et je pense que c'est là où, du coup, les réalités de terrain vont être plus vertueuses que ce qu'elles pouvaient l'être avant. Parce que, honnêtement, ce que moi, j'ai pu voir et observer sur les territoires, alors après, il y a cette aussi différence entre les agglomérations et puis les territoires plus ruraux, mais n'empêche que s'il n'y a pas tout un service dédié, les plus petites collectivités sont incapables d'ouvrir des données. Enfin, des fois, c'est compliqué, ne serait-ce que d'ouvrir un document Word et de transformer un PDF. Alors, d'aller ouvrir des données sur une plateforme, ça n'a aucun sens pour, je dirais, quasiment 80% des collectivités en France. C'est quasiment les chiffres qui sont sortis. Donc, c'est vrai que ça fait mal au cœur de se dire qu'il y a autant de données qui consomment autant d'énergie pour rien ou quasiment rien. Et c'est vraiment moi, la réalité qui m'a marquée quand je parlais de dichotomie entre les politiques publiques et ce qu'il y avait sur nos territoires. J'avais une dernière question. Oui, c'est parce que je veux demander aussi pour la méthodologie, justement, le fait d'avoir choisi les entrepreneurs comme l'acteur de la recherche plutôt que les collectivités. Ça répond à quelle raison? Parce que les collectivités... Alors, il y a deux choses dans l'open data. Hein. Il y a vraiment cette question de la transparence, de la mise en commun, des données qui appartiennent à tout le monde parce que chaque citoyen produit cette donnée et du coup, on est censé la rendre publique. Donc ça, c'est plus la partie éthique qu'on va moins travailler dans la recherche pour s'intéresser plus à la partie pragmatique. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que les collectivités, à part dans des soucis de transparence, ne réutilisaient pas les données et que du coup, les réutilisateurs des données étaient majoritairement, si on enlève les chercheurs, les journalistes,
voilà, les entrepreneurs, c'est ceux qui réutilisent le plus de données sous forme d'applications, sous forme de dispositifs, grâce à l'IA ou ce genre de choses, notamment toutes les applications sur la mobilité. Enfin, c'est des entrepreneurs, des startups qui utilisent des données publiques. Et généralement, c'est quasiment que ça. Et l'idée, c'était de vraiment aller chercher ces entrepreneurs autres que les grosses entreprises qu'on connaît, qui sont quasiment constituées des GAFAM, qui savent utiliser des données, d'aller chercher des plus petites échelles de réutilisateurs qui pourraient être aussi bénéfiques, qui pourraient apporter leur grain à moudre dans toutes les transitions, notamment écologiques, grâce à l'ouverture des données. Les collectivités répondent à leurs injonctions en matière de politique économique et écologique, et derrière, on crée de la valeur ajoutée sur les territoires grâce aux entrepreneurs qui viennent s'investir sur des territoires pour répondre à des besoins qui devraient plus ou moins être assumés par les collectivités. C'était vraiment pour créer du lien et du maillage entre les deux. Avec plaisir. Merci à vous. Juste une Dernière question, oui, parfait. Pour Sandrine, je me demandais, est-ce qu'il y a une question de transférabilité? Est-ce qu'il y a une possibilité de transférabilité de l'expérience de Montréal à d'autres? Sandrine, je ne sais pas si c'était clair, là, mais on se demandait s'il y avait une possibilité de transférer ce que vous faites là, à la Ville de Montréal dans d'autres municipalités. Est-ce que ça se… Oui, en effet, cela fait partie du projet. On va regarder la réplicabilité de la carte carbone à d'autres villes. Ça fait partie du projet, en effet. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est une dernière question. Merci encore une fois à nos 4 conférenciers, conférencières. La fin de notre avant-midi. On reprend à 13h30 ici dans la même salle. On vous a préparé un bel atelier interactif. Là, on a besoin de votre jus de cerveau, comme on dit. Donc, sur l'utilisation des données là, pour les municipalités, maillage de solutions. Sinon, pour le dîner, pour ceux qui n'ont pas leur lunch, vous pouvez monter au 6e étage ici par l'ascenseur ou les escaliers roulants. Il y a une petite cafétéria. Puis, où rendu là, vous pouvez aussi traverser là, dans l'autre pavillon de Poly où il y a une plus grande cafétéria. Et puis,